Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Un nouvel invité m'a rejoint, Vivien Manangou, vous êtes juriste, vous enseignez le droit à l'Université de La Rochelle. Merci à vous et mes deux autres invités, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Éric Kaye, restez avec moi. De même qu'Adama Diomandé, proche du pouvoir ivoirien, 7 ans de détention, 2 ans de procès, plus de 82 témoins à la barre et toujours pas fixé sur son sort. Sa défense entend plaider l'acquittement dès le 12 novembre. Mais avant, qu'en pensent les Ivoiriens de ce procès qui s'éternise? On écoute quelques-uns, on en parle après. Il faudrait que le procès de l'ex-président Gbagbo Laurent se fasse dans les plus brefs délais. Parce qu'à force d'attendre, on ne connaît pas le statut véritable du président. Et ça traîne et nous on attend, on est impatients. Et je pense que pour que tous les Ivoiriens soient réconciliés véritablement, il faudrait que le procès se fasse dans les plus brefs délais. C'est agaçant parce que nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués de ce procès qui est reporté à maintes reprises. On veut qu'on nous dise Gbagbo il est coupable, Gbagbo n'est pas coupable, qu'on le libère ou qu'on le garde. Parce que nous-mêmes on est fatigués. Parce qu'on se lève un matin, on dit il y a procès. Bon, on se prépare, on dit bon, Gbagbo va sortir. Après, on nous dit non, on va reporter. Bon, on ne comprend pas. Donc, on nous dise vraiment ce qui se passe. Dieu sait faire les choses. C'est lui seul qui dispose tout. Et je pense qu'il faut laisser la justice sur son cours. Il va y avoir un moment où on aura la fin. Si la vérité doit prendre du temps pour triompher, qu'elle prenne son temps. Mais je pense que les Ivoiriens sont impatients que cette vérité soit bien dite et sûrement dite. Mais ce report aujourd'hui, c'est une surprise parce qu'on s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins. Moi, personnellement, je m'y attendais le moins. Certainement qu'il y a quelque chose que les gens n'osent pas expliquer, mais nous avons bon espoir que ça va connaître très bientôt un dénouement qui conduira vraiment à une paix réelle en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, avant de donner la parole à celui qui vient de nous rejoindre, le substitut du procureur de la CPI, lors des dernières audiences, dit que le 27 août 2010, Laurent Gbagbo a prononcé un discours dans lequel il disait à l'endroit des CRS, compagnie républicaine de sécurité, allez-y, les juges répareront. Et ceci participe d'un plan pour commettre des crimes de masse. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que j'ai rencontré un haut fonctionnaire français qui me disait que à cette allure-là, le président Macron risque un jour de se retrouver devant la justice internationale parce qu'il va combattre le terrorisme. Et dans le combat du terrorisme, le président de la République, le chef suprême des armées, il a donc dit... Il dit s'il y a des gars, les juges rétabliront. Oui, mais les juges rétabliront, ça veut dire que si les faits qui sont en cause sont justifiables, ils seront transmis dans la justice. Encore, ça dit que c'est à saluer ce bout de phrase. Pourquoi? Mais il y a l'indépendance des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous ce régime-là, vous estimez que la justice est indépendante et sous Laurent Gbagbo n'est pas indépendante parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo. Moi, je voudrais profiter de votre antenne pour féliciter Laurent Gbagbo pour le courage politique qu'il a eu en disant le procès, on ira jusqu'au bout. Pour le courage politique qui a été le sien, de vouloir fonder un État sur des valeurs et non pas sur des arrangements et des individus. Je voudrais surtout que nous arrêtions au contenu de ce dossier et de savoir que ce monsieur, dans le box des accusés, reste imperturbable parce qu'il sait... Et digne. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Et certains parmi nous disent finalement, Laurent Gbagbo est passé à la CPI pour laver l'opprobre qui lui a été faite. Parce que ceux qui ont instrumentalisé les médias à leur compte, qui ont diabolisé Laurent Gbagbo au point de le présenter comme étant un dictateur, l'ont fait à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est-à-dire que de 2002 jusqu'à 2010, l'explosion sur Facebook s'est passée, excusez-moi, à partir de 2010. Aujourd'hui, chacun écrit, chacun rapporte des événements. Et ces rapports de force aujourd'hui... Vous étiez témoin des événements, vous étiez en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, vous avez été ministre de la réforme administrative sous Gbagbo, vous avez été son ministre du commerce. Et j'étais son conseiller pendant 5 ans quand j'ai quitté le gouvernement. Et vous avez été son conseiller pendant 5 ans. Oui. Et vous pensez qu'à aucun moment... Gbagbo n'a mis en place un plan d'extermination massive. J'ai été membre du gouvernement de réconciliation nationale, cher ami.
Et en tant que membre du gouvernement national, il y a des choses que les ministres ne voulaient même pas accepter que Gbagbo acceptait parce que Gbagbo estimait qu'il était, lui, le chef de l'État et qu'il était le président de tous les Ivoiriens. Une anecdote. Nous étions à table un jour. Quand un ministre qui venait de tenir des propos désobligeants vis-à-vis du président Laurent Gbagbo a demandé à le rencontrer, il y a un parmi nous qui a estimé que non, il ne peut pas le recevoir. On était à table. Le président Laurent Gbagbo va dire, moi je suis président de tous les Ivoiriens. Vous êtes dans l'émotion, vous ne pouvez pas le recevoir. Moi, dans ces conditions, je vous laisse à table, je vais dans les bureaux de l'État de Côte d'Ivoire et je le reçois en tant que citoyen ivoirien. C'est-à-dire qu'il faut... Quand on a vécu avec Laurent Gbagbo, qu'on regarde un peu tous les clichés que l'on veut lui coller, on est révolté, mais en même temps on est rassuré parce qu'on sait aujourd'hui que la justice internationale, elle est lente à se mettre en place. Je termine par un exemple. Vous êtes journaliste. Oui. Vous savez très bien que la marche sur la RTI était une marche insurrectionnelle. On a vu Ouattao parler à une armée. On a vu Soro Guillaume parler à une armée. On a vu des armes lourdes s'est déployé avec cette anecdote sur laquelle les Ivoiriens rient à l'Adjigui, c'est-à-dire baisser un peu l'arme là. C'est ça qui est une marche des civils réprimés à la RTI. Quand vous regardez où se trouve l'hôtel du Golfe, par rapport à la position de la RTI, il faut passer d'abord par le Golfe, enfin par le quartier du Golfe, passer par le campus universitaire avant d'arriver sur la RTI. Ils n'ont pas du tout bougé. D'accord. Et ils ont commencé donc à ce jour-là. Il y a une dizaine de FDS qui sont morts. Je pense que les éléments de force de l'ordre, de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui ont péri la situation pour défendre notre sécurité en tant que citoyens. C'est pour ça que quand vous parlez des alliances avec le PDCI, nous disons aussi que le PDCI sait ce qu'il reste à faire aujourd'hui dans le cadre d'une plateforme à définir pour aller de l'avant. Parce que est-ce que Laurent Gbagbo pourra rester donc continuer de subir l'injustice et demander à ses partisans de faire des plateformes? Vivian Manangou, la tâche du procureur, elle est simple. Elle est compliquée, mais elle est simple aussi. C'est démontrer effectivement que Laurent Gbagbo a pu se rendre coupable de crimes contre l'humanité. S'il n'y a pas crime contre l'humanité, il n'y a pas crime de guerre, il n'a rien à faire devant la CPI. Si c'est de simples assassinats, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. La CPI n'est pas compétente pour connaître de l'assassinat d'un cousin ou d'une cousine. C'est du narratif. On va s'attendre à quoi? Que effectivement la difficulté palpable qu'on a vue au niveau du bureau de la procureure de prouver qu'il y a crime de masse va se poursuivre et qu'au fond les juges en leur âme et conscience concluent qu'il n'y a pas crime de masse et libèrent et acquittent Gbagbo comme le souhaite la défense. Manifestement, on s'achemine vers cette hypothèse. Pas simplement parce que c'est Laurent Gbagbo. Il faut savoir que le procès au niveau de la CPI est accusatoire. Oui. Donc c'est l'article 66 du statut de Rome qui précise que c'est l'accusation qui apporte la preuve de la culpabilité de l'accusé. Bon. Et visiblement, ce substitut du procureur, M. McDonald, a toutes les difficultés du monde à démontrer la culpabilité de Laurent Gbagbo. Pas sur le fait qu'il aurait tué des gens, comme vous avez dit, une ou deux personnes ou un cousin, une cousine à Abidjan, mais qu'il aurait, lui, perpétré un plan visant à exterminer une partie de la population ivoirienne. À ce jour, l'accusation a mis en place, vous rendez compte, 138 témoins prévus, 82 témoignages, sans arriver à démontrer de façon probante la culpabilité de M. Gbagbo. Et je rappelle encore en passant que ce sont les juges qui en juin dernier ont autorisé la défense à solliciter l'acquittement. Ça veut dire que même les juges après ne sont plus convaincus après 82 témoignages. Donc cette affaire, elle commence vraiment à foutre en l'air la réputation de la CPI. Alors, Adama Diomandé, je l'ai dit, vous êtes proche du pouvoir. Rêvons. Enfin, je vais dire, quand on se met à la place de... C'est un rêve. Admettons que, par hypothèse, Gbagbo est acquitté en novembre 2018. C'est un Ivoirien, comme vous, comme lui. Il pourra librement se rendre en Côte d'Ivoire et continuer à passer et vivre le reste de sa vie en Côte d'Ivoire. L'ex-président Gbagbo est plus qu'un Ivoirien, puisqu'il a été le président de tous les Ivoiriens. Aucun Ivoirien n'est heureux de voir Gbagbo à La Haye. Ah, mais c'est un Ivoirien qui l'a... aucun Ivoirien qui l'ont envoyé là-bas quand même. Aucun Ivoirien n'est heureux d'avoir Laurent Gbagbo à La Haye. Vous avez vu les témoignages. Nous avons soif de tourner cette page. C'est vrai. Bon, maintenant, la réalité, elle est là. Oui. La Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a fait sa part. La justice ivoirienne
le président de la République a dit qu'aucun autre Ivoirien n'ira à La Haye. Ce que je voudrais savoir, monsieur Diomandé, comme on n'a que 4 minutes pour conclure. Oui. Donnez-moi 2 minutes seulement. Parce que il ne restera plus rien. Le ministre Eric Aye vient de dire sa part de vérité. De vérité, c'est vrai. Bon, oui, maintenant, laissons la justice internationale agir. Oui, mais j'avais évoqué une hypothèse. Oui. L'hypothèse d'un acquittement en novembre de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on doit... Mais si, est-ce que monsieur Yao, par exemple, est-ce que monsieur Kaye, par exemple, doit craindre que, à son tour, la justice ivoirienne ne le poursuive à nouveau? Pourquoi la décision de la justice internationale s'imposera au gouvernement ivoirien? Donc, nous savons le poids de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Enfin. Et s'il rentre, si cela peut permettre la stabilité politique en Côte d'Ivoire, c'est tout ce que les Ivoiriens souhaitent. Dans le dossier Simone Gbagbo, où elle a été condamnée, Gbagbo n'est pas concerné. C'est ce que vous nous dites. Gbagbo n'est pas crime économique, atteinte à la sûreté de l'État. Vous ne poursuivrez pas Gbagbo en Côte d'Ivoire pour cela? Je viens de vous dire que la décision de la Cour pénale internationale, puisqu'il est jugé là-bas, s'imposera à l'État de la Côte d'Ivoire. La CPI la CPI ne connaît pas des dossiers d'atteinte à la sûreté de l'État ou crime économique. La CPI juge. Vous avez écouté le discours du président de la République? S'il vous plaît. Le président Alassane Ouattara. Oui. Tous les crimes politiques ont été amnistié. Parfait. Voilà, c'est tout. Ça serait quand même un comble. Parfait. Ça serait quand même un comble, pardon, monsieur le ministre. Ça serait quand même un comble qu'après avoir amnistié. Non, acquitté. Non. Amnistié Simone Gbagbo et les autres, les 800 autres membres, que si Laurent Gbagbo est acquitté par la Cour pénale internationale, qu'on le poursuive. Ça serait un comble. Hein, pour répondre sur votre question, je suis assez d'accord avec ce dont nous pouvons donner l'assurance, s'il vous plaît, c'est que Laurent Gbagbo a une mission actuelle. C'est de rentrer dans son pays pour favoriser la réconciliation. Les questions que les chanceliers se posent, c'est de savoir quel rôle va-t-il jouer en Côte d'Ivoire. Sa détermination à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire au service du peuple de Côte d'Ivoire est inébranlable. Mais monsieur le ministre, quand vous dites qu'il va jouer un rôle de réconciliation, ça veut dire que vous voyez encore un avenir politique en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo? On n'a pas forcément besoin d'être aux affaires pour forcément être un réconciliateur. Mais les milliers de familles qui se reconnaîtront en lui. Maintenant, quand on me dit, est-ce que si Laurent Gbagbo est libéré, c'est la CPI qui sera humiliée, je dis non. Laurent Gbagbo est un historien. Il connaît l'impact de la communauté internationale dans les relations internationales. Il sait quelle est sa mission en Côte d'Ivoire aujourd'hui par rapport à ceci. Je termine par une image très forte. Allez-y. À EDS, nous avons l'habitude de dire ceci. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, hein, EDS. Le pare-brise, là, dans une voiture, il y a un pare-brise, il y a des rétroviseurs. Oui. Le pare-brise est beaucoup plus large. Tout simplement parce que l'important, c'est de voir devant et non pas derrière dans le rétroviseur pour voir en arrière. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de nous projeter par devant, lutter contre la corruption galopante, régler les problèmes de l'école qui a aujourd'hui sombré littéralement, les problèmes de sécurité, faire en sorte que nos partenaires au développement nous accompagnent dans le DDR pour qu'il soit effectif et qu'on ne ruse pas avec le désarmement. Lutter contre la pauvreté qui est galopante et qui fait que les populations aujourd'hui ne se retrouvent pas, et instaurer un climat de justice et un climat de paix dans ce pays-là. Si Laurent Gbagbo le fait, sans même être chef d'État, je pense qu'il aura réussi une mission importante pour l'Afrique. Parce que sa dimension même dépasse celle de la Côte d'Ivoire déjà. Donc à la limite, à partir de ce moment-là... Adama Diomandé l'a dit au début de cette émission en off. Oui. Il vous a dit qu'il revient de la Côte d'Ivoire, qu'il a vu un pays apaisé, et il vous dit... Vous n'avez plus besoin de rester en exil, vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis et je prends les Ivoiriens à témoin. Monsieur le ministre, ça fait tant et tant d'années que vous avez fui votre pays. Je voudrais vous rassurer, notre place à moi et à celle de tous mes autres compagnons de lutte, elle est en Côte d'Ivoire. Merci. Nous sommes, nous, aujourd'hui, dans un processus où nous sommes des réfugiés politiques reconnus par le HCR. Il appartiendra, il faut le préciser, au HCR de signer des conventions entre chaque pays qui a reçu des exilés pour le retour volontaire, pour que ce retour soit sécurisé. Souvenez-vous qu'à l'appel du chef de l'État, Aswadou, notre ami, est rentré. Il est rentré sans cette disposition de protection du HCR. Il a passé plusieurs années en prison, tout simplement parce qu'il a organisé un congrès pour
Mais il vous dit que les temps ont changé. Les temps ont changé. Je veux bien le croire. Vivien Manangou, il y a quelque chose de très positif. Écoutez, Mme Gbagbo, quand même. De part et d'autre, c'est que... Nous sommes de son bord, nous avons le même discours que Mme Gbagbo, nous n'avons pas un discours différent. Nous avons déjà payé tout le prix qu'il fallait payer. C'est-à-dire nous vous faisons cadeau de vos crimes. Non, et nous allons... après avoir parlé de réconciliation, ne dites pas de réconciliation. Lorsqu'on pardonne, on ne va pas... Nous accordons notre part, parce que nous, on a déjà fait la prison. Nous, on a déjà qu'on appelle fait l'exil. On a payé tout, on a tout payé. Gbagbo était le président de la République, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Quels que soient les bords, c'est qu'il n'a pas assumé sa fonction correctement. Pour la paix en Côte d'Ivoire, nous estimons que ce qui s'est passé là... Ce discours me plaît. Ne nous concerne plus. C'est-à-dire que nous disons que nous... Il faut regarder de l'avant. Nous voulons regarder de l'avant. Il faut aller de l'avant et non pas dans notre rétroviseur. Pour construire les... Parce que les défis qui nous attendent sont des défis importants, les défis de développement. Il faut pouvoir renverser la vapeur de la corruption. Merci. Ça, c'est un jeu important. Surtout le CV que le journaliste vient de lire de vous, vous avez votre place en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le concept de solde. Je vous rassure, ça fait 2 ans que je viens de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois qu'on est sur les plateaux. Vous avez votre place au show. Tout à fait. Et vos rappels au show. Ingénieur informaticien, l'application solde qui permet effectivement de payer le salaire des fonctionnaires, c'est vous qui l'avez mise en place en 2000 dans votre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays qui regorge de compétences et elles doivent être toutes mises à contribution pour reconstruire ce pays qui malheureusement a été pendant quelques temps abîmé, mais qui vaille que vaille se reconstruire. La Côte d'Ivoire a des ressources importantes. La Côte d'Ivoire saura rebondir. C'est la fin, mesdames. Sous l'impulsion du pardon et de la tolérance. Amen. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien. Il faut tuer la haine. Votre rendez-vous politique que je vous remercie. On a eu des débats plus nombreux que ça. Assure, mesdames et messieurs, restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup.